Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de que faire quand on est blindé de thunes. Alors, je réponds en fait à une amie, dont je vais taire son nom pour pas qu'elle se fasse braquer, qui a un petit peu de sous, 100 000 euros, et elle se demande qu'est-ce que je fais avec cet argent, comment je l'investis ou plutôt comment je le protège. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on s'en fout, mais quand on commence à avoir un petit capital sympa, eh ben, il y a certaines choses économiques qui peuvent largement te grignoter ton argent. Par exemple, l'inflation. L'inflation qui est de toutes les façons, tous les ans, autour de 1,5-2% selon les pays, ben, c'est ton capital qui se fait grignoter. Donc, quand tu as 100 000 euros à la banque et qu'il y a une inflation de 2%, bravo, tu viens de perdre 2 000 euros. C'est pas la fin du monde, mais ça fait quand même un petit peu chier. Par contre, quand on arrive sur beaucoup d'inflation, beaucoup d'inflation, comme il se passe probablement en ce moment, on a vu aux États-Unis qu'ils ont sur certains produits plus de 10% d'inflation. 10% d'inflation quand on a 100 000, c'est quand même 10 000 euros de perdu. Donc, il y a des techniques pour sécuriser en fait son argent, tout simplement pour le protéger et puis pourquoi pas aussi en faire un petit rendement pour que ça nous rapporte un petit peu plus d'argent. On va voir tout ça aujourd'hui. Je vais vraiment te faire un petit détail pour que tu comprennes bien. Il y a plusieurs cycles économiques. Et dans ces cycles économiques, il y a certaines choses qui sont cool et il y a d'autres choses qui sont pas cool. Donc malheureusement, j'ai pas de paperboard là, je sais pas comment on appelle ça. Bon bref, où tu écris derrière. Donc je vais faire à l'ancienne. Je vais te faire un petit dessin. On va regarder ça sur mon bureau tout de suite pour que tu comprennes un petit peu tout le fonctionnement. Ok, donc j'ai laissé tomber l'idée du papier, c'est hyper galère à filmer, donc je vais le faire différemment et on va voir sur l'ordinateur directement. Alors c'est pas le meilleur logiciel pour te montrer ça, mais c'est pas grave, on va quand même y aller. Donc déjà avant tout, il faut comprendre qu'il y a 4 cycles économiques qui existent et on va les faire. Ces différents cycles, ça va être la prospérité. Alors, je vais les afficher. C'est pas ça que je vais afficher, c'est celui-là. Ça va être la prospérité qui est ici. Prospérité, c'est quoi? C'est quand tout va bien en fait. Quand la monnaie elle est stable, quand il n'y a pas trop d'inflation et que la croissance, la fameuse croissance qu'on entend tout le temps, c'est ça, la prospérité, tout va bien. La récession, c'est l'inverse. C'est quand tout va mal et que il n'y a plus de croissance, on n'arrive plus à faire du business pour diverses raisons. Là, il y a une récession où en fait tout ce qui est business, ça diminue. Il y a moins de croissance, voire même il peut y avoir de la décroissance s'il y a une vraie récession, s'il y a forcément de la décroissance. C'est bien pour les écologiques, ça c'est bien pour moi. L'inflation, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre, même c'est sûr, puisqu'on a des prix qui s'enflamment là au niveau des États-Unis, qui commencent à arriver en Europe, plus 10% dans beaucoup de choses. Donc ça c'est la période d'inflation. Ensuite on a la déflation. La déflation c'est l'inverse, période où l'argent vaut de plus en plus et donc il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se passent dans chaque chose économique et je vais rentrer un petit peu dans les détails en faisant un petit peu un avis en disant je ne suis pas économiste. Attention, je ne suis pas économiste donc s'il y a des choses qui te semblent pas correctes, vérifie par toi-même. En gros, qu'est-ce qui se passe sur chacun de ces choses? Chacune de ces choses. Quand il y a de la prospérité, alors déjà, avant ça, je vais différencier, il y a plusieurs actifs. D'accord? Il y a plusieurs choses où tu peux investir de l'argent et il va y avoir une rentabilité, tu vas gagner de l'argent. Il n'y en a pas 50 000. Vraiment, il n'y en a pas 50 000. En gros, il y a les actions. Donc, tu achètes sur les marchés financiers des parts d'entreprises qui existent. Donc, tout le monde, des actions. Ça peut être aussi des actions sans aller jusqu'à sur le marché. Tu peux aussi prendre 20% de ton cousin qui a une laverie automatique. C'est une forme d'action, d'accord? C'est des parts d'entreprise. Ensuite, tu as les obligations. Les obligations, c'est des prêts. C'est quand tu prêtes de l'argent. Tu peux faire des prêts à des sociétés ou tu peux aussi faire des prêts à des gouvernements. En général, les obligations, c'est beaucoup de prêts au gouvernement. La fameuse dette que tout le monde parle, elle est là. C'est tout simplement toi et moi qui donnons un peu d'argent à la France ou à n'importe quel pays d'Europe. Et puis, eux, ils nous garantissent qu'ils vont nous rendre ce qu'on leur a donné, plus un petit quelque chose.
Et puis, on a les actifs réels. Alors là, j'ai mis or entre parenthèses, mais il y a plein de choses. Actifs réels, vraiment du tangible, ce que tu peux toucher. Il y a évidemment de l'or, il y a de l'immobilier, il y a tout type de métaux précieux. Il y a, on peut aller même plus loin, hein, une voiture, si c'est pour l'investir. Il y a en fait, tout ce qui est réel, tout ce que tu peux toucher. Et puis, alors le cash, pour le coup, c'est pas spécialement un investissement, mais là, ça va rentrer dans notre réflexion. Donc voilà, en gros, c'est tout. Hein. Tu peux chercher, il n'y a pas énormément plus de choses. Des actions, des obligations et des actifs réels. Dans les actifs, donc c'est du tangible. Ça peut être aussi des business que toi, tu possèdes. C'est les trois piliers qui existent. Hein. Et donc, il va y avoir, sur chaque phase économique qu'il va y avoir une influence qui va se passer sur ces 4 types. Là, on les a regroupés en 4 types différents. Il va se passer quelque chose. Quand l'économie est prospère, naturellement, en fait, les actions, elles vont monter. Puisque c'est hyper facile de faire de l'argent. Hein. Quand tout va bien, qu'il n'y a pas de changement économique, faire de l'argent, pour ceux qui savent, c'est hyper facile. Et donc, si les actions montent, il y a une espèce d'engouement dans les actions, ça va avoir tendance à faire baisser la valeur des obligations. Parce que les obligations, au-delà du fait que tu les achètes avec une promesse de remboursement plus des intérêts, il y a aussi le marché des obligations. C'est-à-dire que les obligations ont aussi une valeur qui peut prendre de la valeur et perdre de la valeur selon les cycles économiques. Au-delà du fait que oui, ça va te rendre un certain pourcentage. Donc ça va les obligations vont perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que en fait, les actions sont plus rentables. Et donc, si toi et moi, on voit que le marché des actions, poum, il part à la hausse, forcément, on va avoir envie de vendre nos obligations en se disant « Oh là là, mais ça c'est rentable à 3%, c'est nul. » Alors que les actions, elles grimpent à 10%. Je vends mes obligations, je vais acheter des actions. Et donc, par effet d'offre et de demande, les obligations, elles chutent. Ensuite, l'or, pour le coup, quand c'est prospère, l'or, il peut être stable, voire même il peut avoir tendance un petit peu à descendre. Parce qu'en fait, même chose, on va se dire, attends, c'est plus rentable les actions, donc on va vers les actions. Et le cash, pour le coup, il ne se passe pas grand-chose. Le cash vaut ce qu'il vaut. Ça reste de manière linéaire, mais forcément, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu as des obligations ou des actifs réels, alors actifs réels, encore une fois, j'ai mis or entre parenthèses, on va penser or, mais ça peut être aussi l'immobilier. Des actifs réels ou même du cash, obligation actif réel, tu vas perdre un peu d'argent. Et le cash, tu vas pas en gagner, ça va rester stable. Mais tous ceux qui ont des actions, ils vont gagner de l'argent. Et pas toi, pas de bol. Donc le mec qui est que basé sur action, dans une économie prospère, il se gave. Celui qui était obligation, or et cash, bof, voire même il perd de l'argent. Ça, c'est une situation économique. Il y en a une deuxième, c'est la récession. La récession, c'est la décroissance. C'est non, on n'arrive plus à faire du business. Pour X raisons, ça marche plus. Donc les actions, elles perdent de la valeur. Ça vaut de moins en moins. C'est la merde. Et donc, si les actions, ça vaut de moins en moins, tous ceux qui ont des actions, ils vendent leurs actions. Et puis, ils se disent, merde, il me faut quelque chose d'autre. Il me faut quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça va souvent être les obligations. Non, d'ailleurs, non, c'est pas vrai. Ça va pas être les obligations. Ça va être, les obligations aussi vont chuter, en fait. Les obligations aussi vont chuter parce que, en fait, vu qu'il y a une récession, comment je vais t'expliquer ça? Tous les prix vont baisser. C'est l'inverse de l'inflation. Hop, petite pause. Il m'arrive de dire n'importe quoi. Et hier, quand j'ai fait la vidéo, là on est le lendemain, j'ai dit n'importe quoi. Non, les obligations, en fait, prennent de la valeur. C'est au moment de la récession que ça prend de la valeur. D'ailleurs, tu vas voir dans la suite de la vidéo, je me rattrape au bout d'un moment. Au début, je commence à dire ça perd de la valeur. Et puis, vers le milieu, fin de vidéo, je me dis mais non, en fait, je suis con, ça prend de la valeur. Donc, voilà. Je vais continuer à dire que les obligations, ça perd de la valeur, mais c'est pas vrai. Hein. En fait, les obligations prennent de la valeur. À ce moment-là, désolé. Et puis, je n'ai pas voulu tout refaire. Donc, je me suis dit le lendemain, je vais faire un petit truc comme ça. Et puis, voilà, c'est fait. Allez, bon reste de vidéo. Ciao. Donc les prix baissent pour les obligations aussi parce que en fait on se dit oula mais peut-être que l'argent il est mieux ailleurs. Et effectivement il est beaucoup mieux ailleurs parce que tous les prix baissent. Et donc si tous les prix baissent, l'or aussi elle baisse.
les actifs, l'immobilier, pourquoi? C'est juste encore une fois, question d'offre et de demande. Ben, s'il y a les actions, si tout le monde perd de l'argent, il y a des gens qui se font virer. Là, pour te dire, on rentre dans une récession. C'est une récession ou de l'inflation, on ne sait pas trop encore, mais c'est la galère là en ce moment, c'est la crise. Et donc, celui qui possède du cash, lui, il s'envole. Pourquoi il s'envole? Ben, parce qu'en fait, les actions, c'est de moins en moins cher. Les obligations, c'est de moins en moins cher. Tous les actifs réels, métaux précieux, immobiliers, c'est de moins en moins cher. Et donc, celui qui a de l'argent, eh ben, pour lui, c'est carrément pas mal, puisqu'il va pouvoir acheter tout à moins cher. Et donc, son argent, par effet de vase communicant, ça vaut de plus en plus d'argent. Ensuite, on a l'inflation. L'inflation, là, pour le coup, c'est un peu différent encore. C'est ce qu'on a probablement maintenant. Ben, tous ceux qui ont des actions, pour le moment en tout cas, tant qu'on n'a pas une crise économique, une autre crise, tant qu'on est en inflation, ben, les valeurs, en fait, tout monte. Le mec qui a des actions, ça prend de la valeur. Par contre, à l'inverse, les obligations, je regarde mes notes parce que c'est un peu technique. Ouais, les obligations, forcément, elles descendent. Pourquoi est-ce qu'elles descendent? Parce que toi, tu as donné 100 000 euros à la banque, à l'État français. Il va te dire oui, je vais te rendre 110 000 euros dans 10 ans. Mais si le problème, c'est que dans 10 ans, l'inflation qui grimpe, bah, tes obligations, en fait, tes 110 000 euros qui vont te rendre, ils vont te rendre 110 000 euros. Mais ça vaudra plus grand-chose. Ça vaudra peut-être l'équivalent de 80 000 euros aujourd'hui. Donc, quand il y a l'inflation, tout le monde sort des obligations. Et les actions, les actions, tu vois, ça monte, mais que par effet aussi de vase communicant, de l'inflation, en fait, tout simplement. Donc, il peut y avoir un cycle économique ça peut baisser aussi. Ça peut aussi baisser. Par contre, ce qui va monter, et ça c'est clair, c'est les actifs réels. C'est l'or. D'ailleurs, l'or et l'immobilier, en inflation, tu vas voir que ça va grimper parce que c'est la valeur refuge. On a du tangible, on a besoin d'or. L'or, c'est juste un métaux précieux, donc c'est intéressant à en avoir. Et donc, naturellement, l'inflation va grimper. La valeur de l'or va grimper en même temps que l'inflation. Et puis, l'immobilier, si aujourd'hui 100 000 euros, ça vaut 100 000 euros et que demain, ça vaut l'équivalent de 200 000 euros, ton immobilier, il ne va pas perdre de la valeur, il va en prendre. En tout cas, il va prendre sur la valeur. C'est une valeur refuge. Et donc, ton immobilier, ton or et ton immobilier, ça va grimper. Par contre, l'inflation, ton cash, c'est la merde. Il va disparaître. Et ça, c'est ce qu'on a parlé en début de vidéo. Il va disparaître et ça fait chier, quoi. Clairement, quand tu as 100 000 euros en banque et que tu as sur 3, 4, 5, 6 ans, 20-30% d'inflation, tu dis bye bye à une grosse partie d'argent. Et là, on a la déflation. Alors, la déflation, qu'est-ce que c'est? C'est quand les prix, au lieu de grimper, en fait, les prix vont à la baisse. Et là, on a un effet différent. Alors, les actions, elles peuvent baisser, monter, on s'en fout un peu. C'est pas notre sujet. Pour les actions, en tout cas. La déflation, par contre, les obligations, là, ça grimpe fort. Ça grimpe fort. Et puis, l'or, par contre, ciao l'or. C'est plus une valeur refuge. Ce qui va grimper vraiment beaucoup, c'est le cash. Parce que, un peu comme à la récession, celui qui a du cash, il va pouvoir acheter des choses beaucoup moins chères. Et donc, par effet de vase communicant, il va s'enrichir. Ça, c'est donc les 4 types de situations économiques. Et donc, en prospérité, le gars qui a des actions, je vais faire un top comme ça, il se gave. D'accord? En récession, celui qui a du cash, pareil, il va se gaver. Cash et obligations un peu d'ailleurs. Il va se gaver parce qu'il va pouvoir acheter des choses beaucoup moins chères qu'avant. En inflation, c'est celui qui a des actifs réels qui se gave. D'ailleurs, là, tu vois, en récession, le cash, j'ai envie de l'enlever. C'est pas très beau ce que je fais là. Je vais l'enlever. C'est plutôt les obligations qui grimpent en récession. Parce que c'est un placement qui est sûr et qui continue à grimper. Le cash, c'est vrai que c'est plutôt en fait en déflation. En déflation, là, le cash, boum, bingo. Tu rachètes tout carrément pas cher. Et à l'inflation, boum, hyper cool quand tu as de l'or et de l'immobilier. C'est pas très beau ce que j'ai fait, mais on comprend, j'espère. Prospérité, action, récession, obligation, inflation,
actif réel, or et immobilier, déflation, le cash. Ça, c'est comment ça marche. Maintenant, quand tu as de l'argent, et on reprend notre exemple de 100 000 euros, eh bien là, actuellement, mon amie, elle a 100 000 euros en cash. Si on était en déflation, boum, bingo pour elle. Par contre, là, on est plutôt en inflation. Je vais prendre un petit truc comme ça, ça va dessiner. Est-ce que je peux dessiner? Ceux qui connaissent, là, ils vont me dire, putain, mais c'était pas ça l'outil. Outil crayon, merci. Oui. Donc ici, l'inflation, là, je vais prendre avec une couleur rouge pour qu'on voie un peu mieux ce que je dessine. Et oui, non, c'était pas préparé. C'est une vidéo égale à moi-même, pas préparée et à l'arrache. Mais, désolé, c'est comme ça. Voilà, donc là, on est en inflation. Et ben, elle, son cash, là, il est ici, hein, il descend. Hein. Il descend fort, quoi. Donc là, pas bon. Pas bon en inflation d'avoir son cash. Cash, caca. Cash, caca. Obligation, caca. Action, peut-être, peut-être pas. Donc, on va mettre point d'interrogation, on ne sait pas trop. Actif réel, génial. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit faire pour protéger son argent? En théorie, elle devrait aller en mode, en inflation, en mode actif réel. Immobilier, or, métaux précieux. Et là, je vais descendre parce qu'en fait, il y a deux types d'investisseurs. Il y a le type 1. Type 1, investisseur, investisseur tranquille, je vais l'appeler. L'investisseur tranquille, c'est le gars qui établit une stratégie pour sécuriser son argent et que son argent grossit un petit peu tous les mois et tous les ans, petit à petit au fil du temps, mais il est tranquille, tu vois. Il n'a pas envie de se faire chier. Et puis, il y a l'investisseur type 2. Type 2, alors là, lui, il est investisseur furieux, je vais l'appeler. Lui, il agit, tu vois, il veut de l'argent, il veut plus d'argent, il s'en fout de protéger son argent, il veut prendre plus de risques, il veut y aller. Ces deux types d'investisseurs, ils vont avoir un profil différent. Et ils vont avoir une réaction différente par rapport au cycle économique que je viens de te montrer. L'investisseur tranquille, lui, s'il veut protéger son argent, franchement, c'est hyper simple. C'est hyper simple et il a à faire quoi? Il a tout simplement à mettre ici. Ah, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Il va mettre 25% de son argent sur chaque support. 25% en or, 25% en actions, 25% en obligations, 25% en cash. On appelle ça aussi le portefeuille permanent. Et du coup, lui, il ne se prend pas la tête, quelle que soit la situation, prospère, récession, inflation, déflation, dans ses actifs, il va y en avoir un qui va monter. Et en fait, il va tellement monter cet actif qu'il va compenser la perte des autres. Et en faisant ça, donc il va compenser la perte des autres. Et l'investisseur tranquille, lui, pour rééquilibrer son portefeuille, une fois par an, il va tout simplement remettre 25% dans chacun de ses parties. Pourquoi? Parce que là, on est en déflation. On est en inflation. Là, on est en inflation. L'or va prendre de l'argent. L'or ici, là, il va grossir. L'or, il va devenir comme ça, tu vois. Il va devenir gros ici. Les actions plus petits, obligations plus petits, cash carrément tout petit. Dans un an, l'investisseur tranquille, il rééquilibre. Il vend cette partie d'or là, qui est ici, qui est trop grande, et à la place, il rééquilibre le tout. Il rajoute un peu dans son cash, il rajoute un peu dans ses obligations, il rajoute un peu dans ses actions. Et il rééquilibre 25% de chaque. Et en rééquilibrant 25%, une fois par an, tu vois, il est tranquille. Et ce type de portefeuille-là, on est aux alentours de, attention mesdames et messieurs, 9% de rentabilité annuelle depuis 40, 50, 70 ans. Je ne sais plus depuis combien de temps ce portefeuille existe. On a 9% d'augmentation annuelle. Donc là, si on va dans notre calcul sur les taux d'intérêt, les intérêts composés
pour ceux qui connaissent, parce que j'en parle quand même pas mal depuis dernièrement là, sur ces vidéos, ben, si mon amie, elle met 100 000 euros sur ce placement, en fait, une fois par an, elle régule et qu'on est à, on a dit, 9% d'intérêt annuel et qu'elle fait ça pendant 30 ans, et bien dans 30 ans, elle a, excuse-moi, en même temps je le fais sur mon téléphone, elle grossit tellement son patrimoine que ces 100 000 euros deviennent 1 473 000 euros. Et voilà, hein, pas de prise de tête, hein, une fois par an. Elle change, or, cash, obligation, action, ça te prend 20 minutes, même pas, franchement même pas. Ça, c'est le type 1, investisseur tranquille. Et puis, tu as le type 2, investisseur furieux. Lui, il veut de l'argent, il veut pas 9%, il dit non, je veux beaucoup plus. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va y avoir une crise économique, par exemple, je reviens en haut là, quand il va y avoir l'inflation, bah, il va vendre ses actifs et il va acheter de l'or. Et puis, les choses vont mieux, prospérité, il vend son or, il achète des actions. Au moment où il y a les crises. Hein. Et puis, il y a récession, pareil, il vend ses actions, il achète des obligations. Et ce gars-là, lui, il est beaucoup plus actif, il regarde beaucoup plus ce qui se passe économiquement et il met son argent de l'or, il le met sur le cash, puis après du cash, il le met sur les obligations, puis après ses obligations, il les met sur les actions, etc. Et puis s'il en fait un troisième, ça fait une petite fleur. Alors hop, c'est la tige. Et là, on a dessiné une petite fleur. Et donc, tu vois, il change en fait ses actions, enfin il change son argent, il va là où il y a l'argent. Et ce gars-là, lui, il a une autre façon de faire. Il a une façon de faire plus active. Alors, il sera à probablement plus que 9% de rentabilité. Et il va y avoir, en fait, il va faire une allocation d'investisseur, une vraie allocation d'investisseur. Combien de temps dure cette vidéo? Ça va. Une vraie allocation d'investisseur, il n'est pas sur du 25%, or 25% action, avec 100%, il ne fait pas ça en fait, lui. Parce que c'est trop lent, puis c'est chiant, puis c'est pas fun. L'investisseur, lui, il est plutôt sur une autre allocation. Il va être plutôt sur du 33% en immobilier, 33% en bourse et 33% en business privé. Mais en même temps qu'il fait ça, l'argent, il n'est pas forcément investi. Il garde son capital sur ces trois types d'actifs. Et dans ces types d'actifs, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Dans l'immobilier, par exemple, je vais le marquer comme ça. Dans l'immobilier, par exemple, il peut faire de l'achat-revente. Achat-revente, c'est hyper puissant. Tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais en général, il faut le cash. Donc, tu investis vraiment de l'argent sur la table qui est à toi. Donc, il y a forcément un risque, mais il y a des sous à récupérer. Ou bien, il peut faire du locatif. Locatif. Alors, achat-revente, il peut aussi acheter à crédit. Hein. Mais quand je dis achat-revente, je pense tout de suite vente aux enchères parce que c'est beaucoup plus péchu. Et là, il faut du cash. Du locatif, là, l'intérêt, c'est qu'il a accès au crédit. Donc, s'il a accès au crédit, par exemple, en période d'inflation, bingo. Hein. Bingo, je vais mettre. Inflation, bingo. Bingo parce que son crédit va diminuer au fur et à mesure que l'inflation grimpe. Donc, finalement, là, déjà, ce gars-là, quand il est en mode 33% d'immobilier, 33% de bourse, 33% de business privé, on reviendra après sur les deux autres, il a dedans, il a un business ou plutôt un business go inflation. Tu vois? Et donc, il sait faire de l'argent avec l'inflation. En bourse, dans la bourse, il y a quoi? Il y a les actions. Il y a les actions, globalement, hein, le principal, actions, obligations. Ça, tu te connectes, tes 100 000 euros, tu les mets là-dessus si tu veux, tu vois. Actions, obligations. Et donc là, actions, je ne vais pas réussir à écrire, en tout cas, ça va être chiant. Je vais mettre trop longtemps parce que c'est pas un logiciel qui est fait pour. Mais en gros, que tu comprennes, actions, ça, quand on a un cycle économique où ça prospère, bingo. Le mec est bingo. Obligation, quand on a un cycle de récession qui est en place, bingo pour le mec qui est en cycle récession. Et enfin, le dernier, le business privé. Alors ça englobe plusieurs choses. Hein. Ça englobe, business privé, personnel. Toi-même, tu fais un business. Toi-même, tu achètes une pizzeria. Toi-même, tu achètes des vannes. Toi-même, tu fais ton business, quoi. Alors ça, c'est quoi? C'est bingo quand? Ça, c'est bingo
quand c'est prospère. Donc l'action, c'est vrai que sur l'allocation investisseur là, le mec qui a seulement, tu vois, il a 33% qui sont en bourse et dans cette bourse-là, je sais pas, il est peut-être à 80% actions et 20% obligations. Ben, quand c'est prospère, l'action, c'est pas une grosse partie de son portefeuille. Par contre, vu qu'il a aussi du business privé, ben, quand c'est prospère, ça augmente aussi et donc bingo. Alors il a son business personnel lui privé, mais il n'est pas obligé. Il peut aussi acheter des parts de sociétés qui ne sont pas cotées. Elles ne sont pas cotées, elles ne sont pas sur la bourse. C'est un pote à moi, il m'appelle, il me dit mec, je veux 30% de tes vannes et je lui dis ok, ben voilà, on va faire un contrat, tu me files 30 000 euros et puis tu rentres dans le business et tu possèdes 30% des parts. Et donc là, pareil, quand on est en période d'activité de prospérité, ben, bingo. Mais pas que. Pas que. Là aussi, en faisant le business privé, en achetant comme ça des parts, le gars qui fait ça, qui est investisseur, il est aussi en mode déflation. Parce qu'en fait, il n'est pas obligé de poser toutes ses billes sur la table, tu vois. Il a ses 100 000 euros. Là, si je reprends l'exemple de ma pote, de mon amie, elle va hurler. Hein, quand elle va entendre pote et amie, elle va hurler. Mais si je prends 33%, ou si je prends 100 000 euros et que je mets 33% sur l'immobilier, mais je ne suis pas obligé d'acheter tout de suite. Hein. J'achète quand c'est le bon moment. Je mets 33% en bourse, pareil, pas obligé d'acheter tout de suite. J'achète quand c'est le bon moment. Et 33% en business privé, la même chose. Donc l'argent, il est alloué pour ça, mais on n'est pas obligé de l'acheter pour ça. Et donc là, quand on part, on part en récession, en déflation. Donc le cash vaut quelque chose. Bah, ça tombe bien, en fait, le cash, j'en ai encore. J'en ai encore et je peux acheter du business. Ou je peux acheter, je peux acheter du business. Et donc là, avec ce type de portefeuille-là, notre esprit va être sur un des sujets. Par exemple, c'est le moment d'acheter, je vais acheter de l'immobilier. Ou bien c'est le moment d'être en bourse, je vais me focaliser sur la bourse. C'est le moment d'acheter du business privé, je vais me focaliser là-dessus et créer mon business. Et en même temps, en fait, si tu y penses, ben, tu vas naturellement faire ce type d'allocation entre or, actions, obligations, cash. Or étant maintenant devenu un peu d'immobilier et aussi beaucoup de business privé, et les actions sont aussi devenues un peu des business privés. En fait, naturellement, tu vas faire exactement ce que je te disais, le type d'investisseur 2, en allant dans une direction ou dans une autre selon le cycle économique. Par contre, tu as fait une allocation et tu as des billes qui sont placés pour ce type d'événement. Et ton argent n'est pas forcément… Le mec qui est en bourse, par exemple, je vais te prendre un exemple de Warren Buffett, le plus connu de tous. Lui, il est bourse. Quand tu vas voir son portefeuille, parfois, ça lui arrive très souvent même d'être à 80% en cash. En fait, ça veut dire qu'il est que bourse, mais il n'est pas sur les marchés financiers. Il attend le bon moment. L'investisseur agressif, il a des allocations, IMO, bourse, business privé, et il attend les bons moments. Et lui, il va pas faire du 9%. Lui, clairement, il peut faire franchement, je pense qu'il peut faire largement du 15%, mais largement, hein. Mais en réalité, même plus. Hein. Il peut peut-être faire du 30, du 40, du 50%, ça dépend de combien il a envie de bosser aussi. Hein. Mais lui, il peut faire ça, quoi. Il peut faire, allez, on va rester un peu tranquille. En faisant ça, là, il peut faire du 30%. Mais c'est son métier presque, tu vois, il est là-dedans. Donc, tu peux faire ça. Si tu as 100 000 euros et que tu veux être agressif là, que tu as envie de gagner des sous et que putain, go, je veux plein de thunes, tu peux faire ça et atteindre les 30%. Mais ça veut dire il faut que tu te formes sur l'immobilier, il faut que tu te formes sur l'achat-revente, il faut que tu te formes sur le locatif, il faut que tu te formes en bourse, il faut que tu te formes en obligation, il faut que tu te formes en business privé ou à avoir la motivation d'en faire ou d'acheter des parts avec d'autres. En fait, il faut être actif et voir sur plein de choses différentes. Et puis, si tu veux être peinard tranquille, investisseur tranquille, tu te fais pas chier. 25%, tu achètes de l'or. 25%, tu gardes en cash sur un placement cash. Alors, il y a des placements cash qui existent, des obligations d'État. Le plus connu, ça va être de la banque américaine, du gouvernement américain qui font des trucs sur quelques mois ou sur un an ou deux. Et donc, c'est sous forme de cash en fait. Hein. Ça sert à rien d'avoir le cash à la maison. Quoique, tu peux le laisser sur ton compte. 25% si tu as 100 000 euros et que tu as 25 000 euros en cash,
Franchement, c'est pas incohérent, hein. C'est pas grave, quoi. 25% en obligations, en actions, et tous les ans, tu rééquilibres le tout. Voilà, je ne vais pas faire plus long, ça fait déjà un petit peu long. C'était très technique aujourd'hui. Que tu sois investisseur type 1 tranquille ou investisseur type 2 furieux, quel que soit ton montant, ça marche en fait. Et il faut le voir comme ça. Et quel que soit ton montant d'argent, hein. Tu peux avoir 100 000 euros là dans ce cas-là, mais tu peux aussi avoir 1000 euros. Et bien 1000 euros, est-ce que tu es quoi? Investisseur tranquille et donc tu ne te prends pas la tête une fois par an, ou investisseur furieux, tu veux plus de renta, mais en fait, il n'y a pas que ça, hein. Si tu vises du 30%, en vrai, il faut que ça t'éclate aussi. En fait, il faut que tu kiffes. En fait, c'est du kite, tu vois, c'est du windsurf, mais en investissement. Voilà, il faut que tu kiffes, il faut que tu sois « Ah, c'est génial, j'adore, je m'éclate ». Si tu n'es pas en mode comme ça, ne te prends pas la tête, franchement. Investisseur tranquille, portefeuille permanent, 25% sur chaque truc, une fois par an, tu rééquilibres et basta. Et quel que soit ton montant, là pour rattraper la vidéo d'hier, de mon frère qui veut mettre tout son argent sur les cryptos, bah non mon gars. En fait non quoi. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Choisis, t'es investisseur tranquille ou investisseur furieux. Si t'es un investisseur furieux, t'as pas que un truc. T'es là en fait. T'es ici, investisseur furieux, t'as 33% de chaque chose. Et là-dedans, t'as une ligne crypto. Crypto, là. CR, je vais mettre juste. Là-dedans, tu as une ligne crypto. Et donc, c'est déjà plus que… Et dans cette ligne crypto, ce n'est pas 33% de ta bourse, hein. C'est peut-être, je sais pas, 20% de ton compte bourse. Et ton compte bourse, c'est seulement 33% de ton compte d'investisseur. Et dans tes cryptos, tu vas mettre seulement, je sais pas, 10% sur le Bitcoin et 10% sur les altcoins. Et donc, du coup, bah, si tout ça, ça crache là, bah, tu t'en fous en fait. Ça te fait pas si mal parce que c'est qu'une petite partie. C'est une sous-allocation d'une sous-allocation. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne fais pas une finale avec la belle caméra, j'ai la flemme. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu mets un commentaire, tu me dis bonjour en commentaire juste pour aider la chaîne à être un petit peu propulsée. Tu dis juste bonjour. Je te laisse, on se voit la prochaine fois. Ciao.